Bonsoir à toutes et tous. Il y a 5 ans, le 15 avril 2019 exactement, Notre-Dame de Paris était livrée aux flammes. On se souvient d'images traumatisantes de la flèche qui s'écroulait vers 20 h. Les pompiers n'ont réussi que de justesse à éviter l'effondrement de la tour nord et à partir de là, d'une bonne partie de l'édifice. Pour éviter un tel désastre, ils ont dû prendre des risques importants et c'est par chance que l'on a évité de perdre des vies ce jour-là. À l'époque, aux médias, on s'est tout de suite intéressé à cette affaire, à la façon dont Emmanuel Macron s'est empressé d'en faire une grande cause nationale consensuelle pour mieux s'affirmer en père de la nation, à la façon dont certains milliardaires se sont empressés de leur côté d'annoncer qu'ils auraient la bonté de faire des dons généreux pour la restauration de ce bien collectif qu'est Notre-Dame. Et puis surtout, on s'était intéressé à la façon dont l'empressement du président et des oligarques visait aussi à passer sous silence les vraies questions, en dissimulant la vraie cause de l'incendie, à savoir le désengagement massif de l'État néolibéral dans l'entretien du patrimoine. Depuis, en gros, le quinquennat Sarkozy, la défiscalisation généralisée des profits a fatalement causé une réduction drastique des dépenses pour tous les services publics et les monuments historiques n'y ont pas échappé, ils ne sont plus correctement entretenus. Tous les spécialistes de la conservation le savent. Dans le cas de Notre-Dame, la sous-traitance de la sécurité à une société privée, qui avait bien sûr réduit son personnel sur place pour diminuer ses coûts, a été la cause directe de graves erreurs qui ont empêché de neutraliser l'incendie à son début. Près de 40 minutes se sont écoulées entre la première alarme, mal interprétée par l'unique agent de sécurité de cette société privée, donc, et l'appel aux pompiers. Alors que l'on sait que les premiers moments sont toujours déterminants dans la gestion d'un incendie. À l'époque, nous avions reçu à ce sujet le journaliste spécialisé dans le patrimoine, dans la critique d'art, Didier Rickner, qui avait souligné que l'incendie de Notre-Dame, ça n'était pas la faute à pas de chance, comme les pouvoirs publics et les médias voulaient le faire croire. 5 ans plus tard, Didier Rickner a de nouveau répondu à notre invitation à l'occasion de la sortie de son livre Bilan, qui s'intitule « Notre-Dame, un scandale d'État ». Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir Didier Rickner. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de la tribunedelart.com, je le rappelle. Ça n'est pas, donc, je le disais la première fois que vous veniez aux médias. Vous m'avez tout de suite fait remarquer pendant le bumper que je me suis trompé. Ça n'est pas un scandale d'État, c'est une affaire d'État. Mais c'est quand même un scandale d'État. Bon, alors ça va. Et peut-être qu'on peut commencer par les circonstances de l'incendie, dont j'ai un petit peu parlé dans l'introduction, en me fondant d'ailleurs sur ce que vous rappelez dans le livre. Parmi les éléments du bilan au bout de 5 ans que vous dressez dans votre livre, il y a la constatation qu'aucune enquête administrative sérieuse n'a été menée, et pour cause, et qu'aucune leçon, au fond, n'a été tirée des circonstances dans lesquelles cet incendie, qui n'aurait absolument pas dû avoir les effets désastreux qu'on connaît, a eu lieu. Non seulement aucune enquête sérieuse, mais aucune enquête du tout. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas du tout la question de savoir qui sont les responsables, non pas évidemment d'avoir mis le feu, c'est un incendie accidentel, clairement. Mais en revanche, il y a, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de facteurs qui ont permis au feu de se développer très rapidement au départ, sans que personne ne s'en aperçoive, notamment le fait qu'on ait rogné les dépenses sur la surveillance du bâtiment, le fait que les colonnes sèches, par exemple, où les pompiers peuvent brancher leur lance-incendie ne fonctionnaient pas, le fait que 5 ans avant, ou 4 ou 5 ans avant, un rapport du CNRS avait expliqué que la cathédrale était très sensible au feu, qu'il y avait un risque d'incendie, et que la ministre de l'époque l'avait classé de manière verticale, donc n'avait rien tiré comme conclusion. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il n'y avait pas de grande échelle suffisante de bras élévateurs pour amener les jets d'eau au-dessus, donc on les a fait venir de Versailles. On a perdu énormément de temps. Et comme vous l'avez dit, ce temps est essentiel pour lutter contre un incendie comme celui-ci. Oui, c'est la première demi-heure, en fait, les pompiers le disent. Quand il y a les premiers signes, la première demi-heure est absolument cruciale. Là, en l'occurrence, et vous retracez ça très bien dans votre livre, 18h23,
Le seul et unique agent de la société privée, donc à laquelle a été sous-traitée la surveillance, alors qu'il devrait être 2 normalement, et qui d'ailleurs en fait n'est plus en service. Il a déjà travaillé toute la journée. Toute la journée, il recommence. Voilà. C'est invraisemblable. À 18h23, il a une alerte. Il remonte. En fait, il était pas dans il est en train de manger. C'est ça. Il avait le droit de manger aussi, le pauvre. Ouais. Et en fait, il identifie mal le lieu où l'incendie a commencé. En tout cas, où des fumées. Oui. ont déclenché les détecteurs. Donc il envoie quelqu'un au mauvais endroit, c'est ça ? Exactement, parce qu'en fait, ce sont des chiffres un petit peu ésotériques qui apparaissent et il ne sait pas les interpréter. Et donc il envoie la personne vérifier dans la sacristie qui est un peu en dehors de la cathédrale, en pensant que c'est les combles de la sacristie qui sont en feu. Or, c'est pas ça. Donc la personne revient, dit il y a rien. On fait rentrer à nouveau les personnes dans la cathédrale qu'on avait évacuées, et là, une deuxième alerte. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le bon endroit. On monte, on voit le feu, mais on a déjà perdu 35 minutes. Ouais, et encore, ça prend du temps. Il y a quasiment 40 minutes qui s'écoulent entre la première alerte que constate donc cet agent et l'appel aux pompiers. Exactement. Exactement. C'est quand même invraisemblable pour un monument, je le rappelle, qui, insensé. Je crois, est le plus visité au monde. Alors, je ne sais pas si c'est lui le plus. C'était 10 ou 12 millions de personnes par an, c'est énorme, c'est considérable. C'est lié en réalité au succès de Notre-Dame de Paris dans le milieu anglo-américain, je crois. Je pense qu'effectivement, le Disney n'y est pas pour rien. Bien sûr. Victor Hugo, et puis Notre-Dame, c'est la cathédrale de Paris, c'est un monument insigne qui était là depuis le XIIIe siècle, qui est là toujours, heureusement, depuis le XIIIe siècle. Et que tout le monde connaît. Et rien n'était prêt, donc. C'est seulement à 20h45 qu'on arrive à amener des bras, c'est ça, les bras articulaires, je n'ai plus en tête exactement, vous avez lu le livre récemment, c'est vrai que je ne l'ai pas vérifié, mais c'est longtemps après. Mais ils viennent de Versailles, en fait. Pour pouvoir mettre de l'eau, verser de l'eau depuis le haut. Vous citez notamment des pompiers qui constatent qu'à 20h30, il n'y a encore que 4 camions à proximité, ce qui est totalement dérisoire. Ils sont intervenus trop tard, avec un matériel insuffisant, avec un matériel qui ne fonctionnait pas, donc ces fameuses colonnes sèches. Voilà, donc le feu a pu se développer. Et heureusement, les pompiers, c'est pas vraiment leur faute, puisque vraiment, ils ont été extraordinaires. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, ils ont risqué leur vie. Ils ont vraiment risqué leur vie. Et s'ils n'avaient pas arrêté le feu à ce moment-là, eh bien, la cathédrale se serait sans doute écroulée complètement. Mais alors, donc, en deçà de cette gestion catastrophique du sinistre lui-même, en amont, il y a toute une série de décisions et une situation telle que ça a pu survenir, alors que, comme vous le disiez, un rapport du CNRS avait prévenu des problèmes, tout simplement parce que rien de ce qui, d'un point de vue minimal, aurait dû être en place pour éviter ça, n'était en place. Alors, c'est difficile ensuite de refaire l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est le chantier qui a causé le feu ? Je ne peux pas l'affirmer. Puisqu'il y avait un chantier en cours. Il y avait un chantier en cours. Il faut savoir que 70-80%, ça dépend, les chiffres ne sont pas très précis, mais les pompiers sont formels. La plupart des incendies, on l'a vu encore à Copenhague récemment, ce sont à cause d'un chantier. Donc c'est prévisible. On doit faire attention au chantier. On sait qu'il y a plus de risques à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est ce chantier-là ? Moi, je pense qu'il n'y est pas pour rien, mais je n'ai aucune preuve de cela. On attend, cette enquête n'a toujours pas abouti. On attend d'avoir plus d'éléments là-dessus. Moi, j'ai quelques idées, mais bon, voilà. Donc, on ne sait pas si c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous restaurez Notre-Dame de Paris, si vous restaurez un bâtiment monument historique, un bâtiment extraordinaire, si vous restaurez un bâtiment lambda des années 70 sans aucun intérêt, ça sera les mêmes précautions à prendre. Il y a des procédures, quoi. Voilà, les mêmes procédures. Il n'y a pas plus de précautions à prendre pour un monument historique, ce qui paraît pas normal. Lorsque l'hôtel Lambert avait flambé, c'était pas très loin de Notre-Dame, c'était sur l'île de Saint-Louis, j'avais fait une enquête assez approfondie où j'avais pu montrer, alors là, on est sûr que c'est le chantier était à l'origine, et il y avait beaucoup de mesures à prendre en plus, pas forcément très chères, et surtout beaucoup moins chères que les conséquences d'un incendie, qui devrait être voté, qui devrait être imposé, c'était il y a 10, 15... Enfin bref, ça n'a toujours pas été fait. Donc il n'y a pas d'évolution de la réglementation, non, alors que l'expérience devrait porter à revoir. Exactement. Alors l'État a quand même tiré un peu des conclusions avec un plan cathédrale, il a amélioré la sécurité des cathédrales, mais on est très 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 loin. Depuis l'incendie ? Depuis l'incendie, oui, il y a eu. Donc, mais on est très loin d'avoir des cathédrales ou même tous les monuments historiques sont pas très bien protégés. Donc il y a beaucoup d'églises qui sont des églises insignes, des monuments historiques insignes et qui n'ont absolument aucune protection contre le feu. Et des fois, elles sont aussi grandes que des cathédrales. Donc voilà, on est quand même 5 ans après l'incendie. Alors, et puis l'État qui
qui se félicite absolument de... C'est ça. Il y a un alors qu'il est- triomphalisme que vous brocardez un peu dans votre livre. Effectivement. Puisque si on écoute le gouvernement, finalement, tout est parfaitement C'est remis grâce à en eux place. qu'on restaure Notre-Dame, c'est grâce C'est à eux que ça. ça a brûlé. C'est un d'abord, triomphe. Moi, je trouve que... Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même très intéressant à savoir, c'est que... Alors, j'ai bien vu ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas complètement... quand les milliardaires... alors, je suis le premier à brocarder Arnaud, par exemple, quand il abîme Paris. Enfin, il fait beaucoup de choses que je ne supporte pas et je suis le premier à taper dessus. Là, ils ont donné de l'argent. Moi, je trouve que quand on donne de l'argent, moi, je les remercie personnellement. Ils n'ont pas défiscalisé. Alors, peut-être parce qu'il y a eu un scandale, mais ils n'ont pas défiscalisé. Donc, c'est de l'argent qui sont vraiment donnés. Comme tous ces milliardaires ont donné beaucoup d'argent qui n'ont pas défiscalisé, comme il y a eu beaucoup d'argent de l'étranger, beaucoup d'argent de fondations qui ne défiscalisent pas, beaucoup de personnes, des simples citoyens qui ont donné et qui n'ont pas pensé à défiscaliser, etc. En fait, avec les TVA que touche l'État, l'État gagne de l'argent. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas développé dans mon livre, que je vais bientôt développer dans un article, mais l'État va gagner de l'argent avec vous ce dites quand chantier. même, hein, oui, vous dites cette Probablement. opération Je dis a probablement, rapporté voilà, probablement. de l'argent à Mais l'État. c'est pas très probable. C'est Marie-Levonne de Saint-Pulgent qui a écrit aussi un livre sur Notre-Dame, qui est ancienne directrice des patrimoines, l'a montré, et je vais le montrer encore grâce à elle, et je vais faire un article spécialement là-dessus. L'État gagne de l'argent, et de l'argent qui va aller où? Pas pour le patrimoine, qui va aller dans les caisses de l'État. Voilà, c'est un peu ça le problème. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis C'est un peu désolé. ça le problème. Le fait que tous ces milliardaires se soient précipités dans les heures qui ont suivi en disant nous allons donner beaucoup d'argent. Alors, bien sûr, on ne peut pas considérer que ce soit une mauvaise chose en soi. Non, le problème, c'est qu'ils ont pu accumuler cette possibilité tout à coup comme ça de sortir 200 ou 300 millions. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, en 2019, on était en plein mouvement sociaux contre la loi gilets travail, jaunes. Oui, contre voilà, il y avait, disons, toute une série d'effets d'une forme de prédation néolibérale sur la richesse commune qui se faisait sentir. Et là, tout de suite, évidemment, image traumatique de la flèche qui s'effondre, détresse générale au fond, hein, et ces gens arrivent en disant mais vous inquiétez pas, on a l'argent. Voilà, il y avait un côté Ils ont donné. Voilà, Moi, tout à fait. personnellement, ça après, c'est vraiment Alors, des questions politiques, peu bien importe, sûr. sur lesquelles je ne me place pas. Je ne me place pas sur un terrain politique, je me place uniquement sur le terrain du patrimoine. Et effectivement, ils ont de l'argent, ils le donnent. Mais je dis pas, l'État aurait sorti de l'argent, de toute façon, il aurait dû le faire. Oui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas d'un côté se plaindre de la vétusté du patrimoine, de son manque d'entretien. Il suffit d'aller visiter la Sainte-Chapelle, ce qui m'arrive de faire, hein, un joyau de l'histoire de France, et de voir qu'elle est couverte de poussière. Bien sûr, mais le patrimoine est très mal entretenu en voilà, France. on peut difficilement à la fois se plaindre de ça et en même temps ne pas constater que si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une politique générale de désengagement liée à la défiscalisation, donc qui est au bénéfice, disons, de le ceux désengagement, il qui n'est ont pas donné forcément ensuite. lié à la défiscalisation. Le désengagement, il est lié au fait que l'État se préoccupe assez peu du patrimoine, s'en fiche un peu, et le problème, il est vraiment là, je crois. Oui. D'accord. Voilà, on peut. Il y a plusieurs angles. On est d'accord Il y a sur plusieurs la conclusion. Il y a plusieurs après, angles voilà. pour considérer le problème. Alors, si on revient à votre livre, c'est un bilan. Je disais, c'est aussi une enquête sur la manière dont cette restauration s'est déroulée. Je me souviens quand on avait discuté il y a 5 ans ici même, une des choses qui vous inquiétait, c'était les conditions dans lesquelles la restauration allait avoir lieu du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue des choix qui seraient faits sur la façon dont on allait, par exemple, et en particulier, refaire cette flèche, donc, puisque la flèche s'est écroulée, et il y avait un débat au départ qui avait été ouvert par le président lui-même. Allait-on refaire la flèche à l'identique ou bien allait-on proposer finalement une éventuelle innovation architecturale et pourquoi pas en ouvrant un concours sur, disons, la logique qui est celle de la restauration du Louvre avec cette pyramide de verre au milieu d'un ensemble monumental classique. Allait-on faire, disons, autre chose, saisir l'occasion pour transformer ce monument et y ajouter une pièce qui aurait été contemporaine, quoi. Vous étiez très opposé à cette hypothèse. J'étais effectivement très opposé à cette hypothèse pour les raisons simples. C'est pas tout à fait le même cas que la pyramide du Louvre, qui n'est pas sur le monument lui-même, mais surtout c'est un monument qu'il fallait restaurer. D'autant plus que l'État avait pour large responsabilité qu'il avait été abîmé gravement par l'incendie. Donc il fallait le restaurer.
et les lois, la charte de Venise qui s'impose à la France. Il y a un etc. texte là-dessus. Hein. Et puis simplement la charte de Venise. La simple logique. Notre-Dame, on connaît Notre-Dame, on peut le faire. En plus, on le voit bien. La flèche vient est en train d'être dévoilée. On voit bien. Si on ne savait pas qu'elle avait brûlé, on ne le saurait pas. Ouais. Parce que on le verrait pas. Parce que franchement, la réussite est assez formidable quand même. Hein. Vous considérez que de ce point de vue-là, oui, de ce point de vue-là, c'est une assez belle réussite. D'accord. Oui. Parce que, voilà, on pouvait aussi argumenter que l'art, ça doit être quelque chose de vivant, au fond. Après tout, cette flèche, contrairement, et vous le rappelez dans votre livre, à ce qu'avait avancé le Premier ministre de l'époque, elle n'était pas entièrement nouvelle. Il y avait une flèche au XVIIIe siècle qui avait été abattue au XVIIIe siècle. Il n'y a pas eu de flèche à Notre-Dame entre 1792 et 1860. Exactement, mais c'est ça. Voilà, parce que celle qui avait été faite au Moyen-Âge était tellement ancienne. Il avait abattu parce qu'elle menaçait de s'effondrer. Elle menaçait de s'effondrer. Donc il y en avait une, elle était un peu plus petite. Il y avait une flèche. Mais c'est une flèche qui n'est donc pas de l'art médiéval. Non, mais qui est classée monument historique. Siècle. Bien sûr. Mais Notre-Dame est évidemment un bâtiment médiéval. Comme on le dit souvent, les bâtiments ont évolué. Mais à partir d'un moment, ce qui est très moderne, c'est la protection du patrimoine. Et à un moment donné, on dit, et ça n'existait pas avant, on dit on va classer monument historique, c'est-à-dire qu'on va le conserver tel qu'il est. Donc je pense qu'on doit respecter cela. Ça n'empêche pas de faire de l'architecture contemporaine, ça n'empêche pas de faire des choses nouvelles ailleurs, mais pas sur un monument ancien. Pour moi, il n'y avait pas de doute, il fallait faire ce qu'on a fait. Donc ça, on a fini par le faire. Ceci dit, le président de la République, qui ne renonce jamais, a décidé maintenant qu'on allait changer 6 vitraux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais c'est bien lié à cela. C'est-à-dire qu'en fait, et là je suis tout à fait aussi opposé à cela, j'ai quand même lancé une pétition qui a réuni 140 000 signatures. Une pétition sur le patrimoine qui réunit 140 000 signatures, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des pétitions avec beaucoup moins de signatures qui fonctionnent mieux, en fait, parce que ça ne sert, pour le moment, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'il n'en a vraiment rien à faire. Il continue son truc, son chemin. Et pourquoi je suis opposé à cela? Parce qu'encore une fois, d'abord, ces vitraux n'ont pas disparu, comme la flèche avait disparu, les vitraux n'ont pas brûlé. Alors il s'agit de 6 chapelles. Hein, au sud du bâtiment, donc à droite quand on rentre dans Notre-Dame. Qui ont des vitraux, là encore, faits par celui qui a fait, je pense, la restauration de la flèche, c'est-à-dire ce grand restaurateur de l'art gothique du 19e siècle qui était Viollet-le-Duc. Voilà. À l'époque, quand il intervient, il n'y a plus de vitraux. Il refait des vitraux à la mode du Moyen-Âge, comme il pense que les vitraux médiévaux sont faits. Il les fait. Ils existent toujours et on veut les enlever sous prétexte. Alors il y en a qui disent maintenant, effectivement, les peintures murales de Viollet-le-Duc également, de ces chapelles, ont été éliminées, à mon avis scandaleusement, mais je n'existais pas encore à l'époque, quand j'étais un peu petit, dans les années 60, par le ministère de la Culture. Et maintenant, donc ça justifierait qu'on aille encore plus loin. Pour moi, non. Pour moi, ça fait partie de la cathédrale, c'est protégé. Et je ne suis pas opposé aux vitraux contemporains dans les églises anciennes. Simplement, il faut qu'il n'y ait plus de vitraux et qu'on prenne des vitraux. On peut très bien mettre des vitraux contemporains dans les églises contemporaines. L'exemple de Soulages, hein, par exemple. Alors, Soulages, c'est encore autre chose. Parce que je trouve ça très beau. Ils sont très beaux. Soulages, c'est dommage qu'il les fait à Combe, parce qu'on a quand même enlevé des vitraux qui avaient été faits une trentaine d'années avant, des vitraux art déco tardifs. C'est un peu dommage qu'on ait fait ça, mais c'est très beau. Mais je ne suis pas certain. Il faut mettre des vitraux contemporain quand il n'y a plus de vitraux. Et il y a beaucoup d'églises en France qui n'ont plus de vitraux. Donc, pas de problème. Quel est l'argumentaire, en l'occurrence, pour ces 6 chapelles avec les vitraux de Viollet-le-Duc? Pourquoi est-ce que le président Macron, donc n'ayant pas réussi à mener à terme son idée d'un nouveau type de flèche, est-ce qu'il veut imprimer sa marque? Bien sûr. Comme c'est la tradition des présidents de la Ve République, ils veulent laisser une place dans l'histoire, une place monumentale. D'abord, il dit que c'est pas lui, c'est le diocèse. Sauf que je sais et ça je suis certain, je l'ai écrit, qu'il a demandé au diocèse de lui demander de. Le diocèse voulait déjà faire ça, le diocèse veut le faire aussi, et ça avait été interdit. Enfin, le ministère de la Culture, il y a 3 ou 4 ans, avait dit non, on ne peut pas le faire. La continuité de l'État avec Emmanuel Macron, si on fait tout en même temps et le contraire, ça n'existe pas. Donc, on l'a dit non il y a 3 ans. Maintenant, on dit oui. Ils veulent faire ça parce qu'il dit il faut marquer l'incendie, etc. L'incendie, oui, la cathédrale de Notre-Dame, par quelque chose, ça a été marqué par l'incendie. On n'a peut-être pas besoin. Et j'ai trouvé en plus, c'est pas moi, c'est un lecteur de la Tribune de l'Art, a trouvé un endroit dans la tour nord, là où les pompiers ont sauvé Notre-Dame. Il y a un endroit dans la tour nord et d'ailleurs dans la tour sud d'ailleurs, où il y a des baies vitrées sans vitraux. On pourrait très bien installer des vitraux contemporains là. On pourrait le faire. Donc il y a une solution, mais si vous voulez, bon, il n'écoute rien, hein. C'est bien. Donc, il y a quand même l'idée que c'est l'occasion d'imprimer une marque, quoi. Tout à fait, il veut imprimer sa marque. D'imprimer une marque dans le temps à un monument qui est destiné à durer indéfiniment, bien sûr. Il a imprimé sa marque, c'est ce que je dis dans un article récemment, je pense. Je ne sais plus où j'ai écrit, sur la Tribune de l'Art ou ailleurs. Il a imprimé sa marque, c'est l'incendie.
C'est l'incendie. C'est l'incendie, oui. Il est responsable avec les autres. Ah, pardon. Bah oui, mais il était ministre du côté du budget quand on a diminué. Bien sûr. Il ne donnait pas d'argent pour la cathédrale, Bien etc. sûr. Il est responsable avec tous les autres, les présidents successifs. D'accord, mais c'est peut-être pas la marque qui veut qu'on retienne. Non, je crois pas. C'est une marque qui est plutôt négative. Alors, la cathédrale va rouvrir, je crois, dans le 8 un décembre. an. Non, le 8 Dès décembre. le 8 décembre. Ah oui, le 8 décembre, elle rouvre le 8 décembre. D'accord, et le 8 décembre, il avait dit ça doit ouvrir en 2024. Pourquoi 2024 ? Je pense qu'il pensait aux Jeux à l'époque. Il n'y arrive pas pour les Jeux, mais le 8 décembre 2024, il faut que ça ouvre absolument. D'accord. Donc ça va ouvrir. Et c'est une date symbolique. Oui, c'est une fête mariale. Effectivement. Mais une fête à la Vierge Marie. Le 8 décembre, c'est surtout la date symbolique, c'est avant la fin de l'année, et qu'il avait dit 2024. Voilà, donc c'est tout. Ce qui veut dire quoi ? C'est que si les travaux sont bien faits, je crois, globalement, on va quand même très vite. On dépense beaucoup d'argent, on aurait peut-être pu en dépenser moins. On va trop vite, par exemple, pour les fouilles. On ne va pas jusqu'au bout dans les fouilles archéologiques. Ça, c'est un autre point de votre livre. Tout à fait. L'État s'est refusé à mener des fouilles, en particulier, je crois, des fouilles sous le chœur. Voilà, c'est ça. À la croisée du transept, on a découvert, parce qu'on a fait des fouilles de sauvetage. En France, on fonctionne surtout par des fouilles de sauvetage. Donc, comme on devait installer l'échafaudage pour restaurer la flèche, on a fouillé. Là, on a trouvé des sculptures exceptionnelles que j'ai eu la chance de voir il y a quelques jours. Il y a eu une présentation à la presse. J'ai mis pas mal de photos sur la tribune de l'art. Des sculptures exceptionnelles, d'une qualité vraiment remarquable, qui, j'espère, iront dans le musée de l'œuvre qui est prévu. Ça, c'est une bonne chose. Mais il aurait fallu continuer à fouiller parce que les archéologues disent tous qu'on va trouver d'autres choses. Mais comme on doit rouvrir, on peut pas le faire. On pourrait le faire, en fait. On pourrait rouvrir la cathédrale et puis continuer des fouilles dans le chœur. Mais il est clair que la ministre précédente avait dit ce n'est pas une question. Il n'est toujours pas question de faire ça. Moi, je trouve que c'est délais et pour ne pas dépenser plus d'argent. Non, c'est surtout pour tenir les délais parce que délais. Ça coûte pas très cher. Là, pour découvrir les œuvres qu'on a découvertes, je crois que c'est 5 millions d'euros. Ça paraît très cher, évidemment. Mais à l'échelle des sculptures qu'on a trouvées et de la connaissance qu'on a de la cathédrale, c'est rien du tout. On pourrait, en 6 mois ou 1 an, on pourrait trouver beaucoup de choses formidables et on se refuse à le faire. C'est une négation de la science, une négation de l'histoire, une négation de Notre-Dame que je ne comprends pas. Et alors, ce musée de l'œuvre dont vous parliez à l'instant, en revanche, c'est un aspect positif. Très positif, là. Il faut le dire quand les choses. Moi, je suis très critique souvent, mais quand les choses vont bien, je le dis. Alors, attention, elles vont bien parce qu'on a pris une décision, mais on sait que les décisions peuvent encore. On ne sait pas encore si ça va se faire, mais je pense que ça va se faire. Il y a une mission de préfiguration, il y a un rapport qui a été rendu par Charles Personnaz, qui est le directeur de l'Institut national du patrimoine, pour installer un musée de l'œuvre, c'est-à-dire un musée de l'œuvre, il y en a par exemple à Strasbourg, le musée de l'œuvre de Strasbourg, il y en a un très très beau, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Florence, le musée du Dôme, le musée de l'œuvre du Dôme, c'est exceptionnel. Alors l'œuvre, dans le vocabulaire ecclésiastique, en fait, c'est le chantier qui s'occupe des éléments matériels d'un édifice religieux. Ça montre tout ce qui est en lien avec le chantier, avec l'édifice, c'est-à-dire toutes les œuvres qui sont liées à l'édifice, qui le représentent, etc. Donc, ce musée de l'œuvre, il devrait être installé dans l'Hôtel-Dieu, juste à côté de la cathédrale. Il devrait présenter des tableaux. Il y a beaucoup de tableaux qui sont roulés encore dans les réserves du Louvre, par exemple des mets de Notre-Dame. Ce sont des grands tableaux. Alors, je le signale juste quand même par parenthèse que vient d'ouvrir aujourd'hui, enfin, ouvrira demain au Mobilier National une exposition qui montre tous les mets de Notre-Dame qui sont encore dans la cathédrale et qui là viennent d'être restaurés, qu'on ne verra jamais aussi bien. Et plusieurs tableaux, le tapis de cœur également de Notre-Dame. Donc ce sont des choses comme ça qui pourront être montrées dans le musée avec les sculptures qu'on a découvertes, avec beaucoup de choses, des tableaux, avec des moulages, des sculptures de Viollet-le-Duc qui existent encore et qui ont été. Enfin, il y a beaucoup d'œuvres qu'on peut montrer ici. Le tapis de cœur de la cathédrale qu'on peut voir également au Mobilier National en ce moment. Alors, ils veulent installer les vitraux, vous savez, des chapelles que je voudrais qu'on conserve. Le président de la République a dit oui, mais on va l'installer dans le musée. C'est absurde. Qui serait déplacé, donc. Mais c'est absurde. Ces fameux vitraux. Parce que ce sont des vitraux qui n'ont d'intérêt qu'in situ. Ce sont des vitraux décoratifs. Si vous installez ces 6 énormes baies, d'abord, ça va prendre une place folle et ça n'aura pas d'intérêt pour le visiteur. Donc, c'est absurde. Voilà. Mais en revanche, c'est vrai que le musée de l'œuvre de Notre-Dame, c'est une bonne idée. Donc j'espère que ça va aller jusqu'au bout. À condition qu'il se fasse vraiment, c'est ça ? À condition qu'il se fasse vraiment et dans de bonnes conditions. Pour l'instant, il n'y a qu'un calendrier. Il n'y a même pas de calendrier pour le musée de l'œuvre. Non. Il y a juste un projet. Oui. C'est vraiment un projet qui a été... D'accord. Vous faites remarquer dans votre livre que l'incendie a en réalité épargné l'essentiel
de ce qu'il y avait de plus précieux, des œuvres les plus précieuses dans Notre-Dame, à commencer d'ailleurs par les rosaces médiévales, puisqu'il y a une des 3 rosaces monumentales qui a été détruite, mais c'est celle c'est malheureux, hein, mais c'était quand même celle du 19e siècle. Non, il n'y a pas eu de rosace détruite, il n'y a aucun Elle n'a pas été détruite. Non, Pardon, non, pas du tout, c'est pas grave, mais ce qui est exceptionnel, c'est que ce qui a été détruit, c'est la forêt, la charpente, le toit, mais il n'y a pas eu de vitraux détruits du tout, aucun vitraux. En définitive, d'accord, parce que alors j'ai confondu avec ce qui s'est passé sur le moment, parce qu'on a cru à un moment donné qu'on allait perdre la grande rosace. Non, on a entendu plein de choses, mais on n'a rien perdu. Non, on n'a perdu aucun vitraux. Il faut dire que les constructeurs du Moyen Âge étaient extraordinaires parce qu'ils ont construit les voûtes. Les voûtes servaient à cela, à protéger le reste de la cathédrale du feu. Donc le feu n'a pas atteint la cathédrale elle-même. Donc toutes les œuvres ont été sauvées, sauf l'autel central, qui était un des plus qui était très médiocre, qui était un hôtel installé par Monseigneur Lustiger. Récent, très récent. Voilà. Moi, je suis pas croyant spécialement, mais quand on voit ça, on se dit il y a quand même un signe. C'est la seule œuvre qui a été détruite dans la cathédrale. C'était un jugement de Dieu. Alors, ce qu'on appelle la forêt, en revanche, hein, vous le disiez, et qui était médiévale, c'est-à-dire en fait la forêt des poutres, de la charpente, où le feu a pris. Ça, c'était du bois monumental, des poutres du XIIIe siècle, qui avaient été mises là au milieu du XIIIe siècle. Et ça, c'est parti en fumée. Ça, ça date de la construction, effectivement, de la cathédrale. Alors, il y a une partie qui avait été refaite par Viollet-le-Duc quand il a installé la flèche. Tout ça, c'est parti en fumée, oui. Alors, il y a beaucoup de vestiges qui restent, qui sont étudiés par les archéologues. Il faut savoir que c'était très important pour l'archéologie. Mais effectivement, tout ça a disparu. Ils l'ont refait, alors à l'identique, plus ou moins. De toute façon, ils vont couper, c'est ce qu'on fait maintenant dans la cathédrale pour empêcher que ça brûle. On met des parois coupe-feu. Donc, malheureusement, les grandes charpentes que vous voyez, elles n'existeront plus vraiment. Même si c'est réversible, mais enfin, ça va être coupé quand même. Voilà, donc ils ont refait la charpente, ils ont refait la flèche, ils ont refait le toit. Ils sont en train de refaire le toit. Et ils ont tout nettoyé. Enfin, c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer 3 fois dans cette cathédrale depuis l'incendie. On va découvrir Notre-Dame différente parce qu'elle sera en bien meilleur état qu'elle n'était. Alors on peut prévoir, on peut peut-être terminer là-dessus, que Emmanuel Macron va, et son entourage, pour le 8 décembre, donc pour la réouverture, organiser quelque chose qui va mettre en valeur l'œuvre de restauration et l'unité nationale, Notre-Dame étant, depuis le 19e siècle, finalement une sorte de temple national. C'est là que les présidents de la République, par exemple, font l'objet, lorsqu'ils meurent, d'une cérémonie des funérailles, quoi. C'est vraiment un haut lieu, disons, et on sait qu'Emmanuel Macron aime beaucoup les symboles. Est-ce qu'on sait déjà ce qui va se passer, ce qui a été prévu ? Alors, je ne sais pas, moi, je pense qu'on le sait déjà. C'est sûr alors ils vont fanfaronner, mais d'une manière incroyable et vraiment, à mon avis, indécente. Donc, j'attends de voir avec impatience et de commenter tout cela. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Il va certainement y avoir une messe, c'est normal, c'est une cathédrale. Et puis, je ne sais pas, je regarderai ça. J'espère pouvoir rentrer normalement avec la presse. On pourra rentrer avant, on pourra voir ça dans des conditions qui seront bien meilleures qu'après, parce que il y avait peut-être 10 ou 12 millions de visiteurs, ils en prévoient 2 ou 3 millions de plus. Enfin, ça va être terrible. La foule là-dedans, ça va vraiment être très compliqué. Voilà, donc je ne sais pas exactement. Je vous le dirai à l'époque. Je n'aime pas le programme des festivités, on me l'a pas envoyé. On attend ça avec intérêt. Ça va certainement être un moment, sinon de propagande, en tout cas de communication. Ça sera un moment de propagande, il faut le dire. Oui, non, mais clairement. Enfin, je veux dire, il y a vraiment. C'est ça qui me gêne le plus là-dedans, c'est qu'on utilise cette catastrophe pour dire, regardez comment on est formidable et comment on n'a pas eu de chance, mais vraiment, on est là. Heureusement, on est là. Mais non, c'est pas du tout ça l'histoire. Et j'espère que. Alors, j'avais parlé avec Pierre Ouzoulias, sénateur. Qui est formidable pour le patrimoine, et je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête parlementaire. Alors il m'avait dit à l'époque on ne peut pas faire d'enquête parlementaire tant qu'il n'y a pas, on n'a pas terminé l'enquête judiciaire. Mais j'espère qu'après, il y aura quand même une enquête parlementaire, à défaut d'enquête administrative qui n'aura jamais lieu. Alors évidemment, c'est 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, mais moi je pense qu'il n'y aura pas prescription pour cela et qu'il faut une enquête qui détermine les responsabilités de chacun, qui a décidé de ne plus donner d'argent à Notre-Dame, qui a décidé de couper. Il y avait 2 pompiers normalement en permanence, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus qu'une personne qui recommence sa journée et qui n'est pas formée. Enfin, je veux dire, c'est grave, c'est grave. On sait un peu quelles sont les responsabilités déjà, mais il faut quand même une enquête qui le dise, parce que pour le moment, ces personnes-là ne sont absolument pas inquiétées. Je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison, je dis simplement, au moins, tirons-en les conclusions et disons ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Didier Rickner. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes
le directeur de la rédaction de latribunedelart.com, un site de journalisme autour du patrimoine, autour de l'histoire de l'art, et que vous avez publié récemment un livre, donc Notre-Dame, une affaire d'État. Aux éditions Les Belles Lettres. Aux éditions Les Belles Lettres, merci, oui, que je recommande, qui est tout à fait passionnant, qui permet de suivre le fil des événements ce funeste 15 avril, avec beaucoup de photos aussi d'ailleurs, Oui. Minute après minute, vous retracez tout ce qui est passé en interrogeant des témoins aussi. Et puis derrière, bien sûr, il y a aussi une enquête sur les responsabilités et des réflexions aussi sur les choix qui sont faits pour la restauration. Merci beaucoup. Merci à vous.